Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Flores. Bonjour Laurent. Bonjour Roland, Alors on va parler d'un merci sujet de... absolument passionnant sur lequel tu es devenu un des experts reconnus. Tu as sorti il y a quelques mois Métavers Marketing et on est là ensemble pour initier notre communauté, la communauté des Masterclass d'excellence commerciale, à cette révolution. Alors révolution au feu de paille, on a pris un titre un peu provoquant. On verra ce qu'il en est avec des chiffres concrets. Avant de rentrer, vous êtes toujours aussi incroyable. Vous étiez près de 400 la semaine dernière inscrits pour parler là aussi d'un sujet du futur, hein, la vente 3.0 avec Vincent Caltabellota, qui est l'ancien président de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France, qui nous a commenté son dernier ouvrage, le vendeur augmenté. Et voilà, là, les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application mobile destinée aux managers donc c'est la plateforme du manager pour les aider à animer la performance et à faire grandir leurs équipes, les deux grandes fonctions du manager. Tout ça digitalisé. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des clients comme Société Générale, Groupama, Darty, Orange ou LG ou voilà, Air Liquide. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. La page de publicité étant terminée, on accueille Florent et comme d'habitude, on va faire un portrait. Est-ce que Jules, tu peux nous dresser la biographie de Laurent, s'il te plaît? Oui, Laurent Flores, vous êtes chercheur, professeur, conférencier, expert en marketing digital, entrepreneur et auteur. Votre carrière débute après l'obtention d'un Master in Science de Marketing quantitatif à Neoma Business School en 1992. Vous intégrez ensuite le cabinet de recherche en marketing Millward Brown comme senior researcher. En 1994, vous rejoignez Ipsos aux États-Unis, dont vous devenez en 1998 vice-présidente de la division interactive qui mesure l'impact du numérique. En 2000, vous créez CRM Metrics, une entreprise spécialisée dans la mesure et le pilotage du marketing digital. Vous la développez avant de la revendre à Metrics Lab en 2011. Elle atteindra 50 collaborateurs. Parallèlement à votre carrière entrepreneuriale, vous poursuivez des études académiques et obtenez votre doctorat en management à l'IAE de Grenoble en 2005. En 2008, vous devenez enseignant à plein temps en marketing digital à l'université de Panthéon-Assas. En 2017, vous êtes élu président de l'ESOMAR, une association mondiale pour la promotion de l'excellence dans les études de marché. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont un ouvrage sur le marketing digital publié en 2012, qui sera réédité 3 fois, et plus récemment, Marketing Métavers, paru en avril 2023. Vous créez également Brand3 Index, une plateforme francophone dédiée à l'analyse des affaires pour le Web3 spécifiquement. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et Laurent y répondra à la fin de l'entretien. Merci. Quelle Merci. carrière! Mais Quelle carrière mais- extraordinaire! Extraordinaire. c'est- Roland, ça veut dire que toi et moi, on a quelque chose en commun, on a beaucoup d'expérience, on est presque vieux. C'est dans la tête tout ça. Et ça nous donne aussi la perspective d'avoir en tant qu'adolescent connu le premier film qui allait indiquer une orientation de l'Internet vers le métaverse, qui était Tron. Tron, c'est 1982. Je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, Ouais. Tron, extraordinaire, cette course de Ouais. voiture. Il y a eu un remake fait, mais qui était bien moins percutant que Tron à l'époque, qui nous avait absolument époustouflés. Et puis, le terme métaverse, il date de 10 ans plus tard, 1992. C'est Neil Stephenson, dans son ouvrage, qui est un auteur de science-fiction, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Snow Crash, et il imagine le futur de l'Internet avec le terme métaverse. Et puis, quelques 30 ans plus tard, Facebook décide de se transformer en méta et d'investir 10 milliards dans le métaverse. Et puis, finalement, avec l'IA générative, on en parle moins, etc. Finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du métaverse? Est-ce que, pour répondre tout de suite à la question du titre de cette masterclass, est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est un feu de paille, pour qu'on puisse ensuite rentrer dans le dur? Alors, effectivement, merci de l'opportunité d'en parler parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est moins d'actualité parce que Monsieur Meta et Monsieur Zuckerberg s'en est pas retiré, mais a mis d'autres priorités en avant.
Je reparlerai certainement de Meta ensuite, hein. Je ne travaille pas pour Meta, mais je suis aussi admiratif de ce qu'ils font. J'ai regardé les derniers résultats, ils n'ont jamais autant gagné d'argent sur le dernier trimestre, alors que il y a un peu plus d'un an, l'action a été multipliée par 3, donc il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est en train de se passer. Tu en as parlé grâce à l'IA générative, mais on va revenir plutôt dans une évolution possible de la connectivité et d'Internet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, tu l'as évoqué. Throne, Stephenson, on arrive dans un environnement en fait qui est ce qu'on va appeler les métavers. C'est aujourd'hui, on en parlait un petit peu juste avant, c'est plus de 550 millions d'individus sur la planète qui sont connectés tous les jours dans des environnements immersifs. Ça renvoie beaucoup à l'univers des jeux vidéo et c'est ça qui est intéressant. Donc ça veut dire que l'industrie du jeu vidéo, c'est pas une industrie qui va mal, c'est une industrie qui va très très bien. Il existait bien avant l'émergence de mondes plutôt immersifs. On va pouvoir faire plus de choses dedans. Et ces mondes immersifs, ils vont, dans ce qu'on va qualifier de métavers, ils vont plutôt avoir la tendance, de fait d'être totalement ouvert et totalement on, comme on dit. On ne meurt jamais dans un métavers, a priori, contrairement à ce qui peut se passer dans un jeu de vidéo. Donc, ce qui va permettre aux individus qui vont passer du temps dans les jeux vidéo d'avoir une autre vie ou des autres vies parallèles et qui vont potentiellement dédoubler plusieurs de leurs personnalités dans ces environnements-là. Et moi, je suis particulièrement en fait une plateforme qui me fascine, non pas parce que j'y passe du temps, parce que je ne suis pas du tout dans la cible. C'est une plateforme qui est d'origine américaine, qui s'appelle Roblox. Et Roblox, c'est aujourd'hui plus de 250 millions d'utilisateurs de façon mensuelle, des résultats qui sont exponentiels en matière d'investissement marketing de la part des marques, et c'est ça dont on va certainement parler. Donc 70 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Et surtout, quelque chose d'intéressant, c'est quand on parle d'utilisateurs actifs, c'est certainement pas des personnes comme toi et moi, et certainement pas comme le même type de profil de nos auditeurs, mais ce sont des enfants qui ont entre 13 et 16 ans, qui représentent 85% des usages. Et pourquoi c'est intéressant, c'est parce que la réalité en fait du gamer, qui est effectivement une réalité qui concerne plus d'un Français sur deux, parce qu'il y a plus d'un Français sur deux qui déclare jouer régulièrement, donc c'est important. C'est la génération alpha, c'est la génération Z, c'est les millenniums, et ce sont des gens qui vont demain continuer à consommer, mais qui vont imaginer une consommation et une interaction avec des marques, avec des entreprises qui va être totalement différente de celle qu'on peut leur proposer aujourd'hui sur les médias publicitaires classiques, et d'où l'intérêt que peuvent présenter ces univers immersifs. Pourquoi? Parce qu'ils passent du temps, et donc du coup, et je te redonnerai la parole par rapport à ça, la marque qui doit rentrer dans ces univers-là, elle ne peut plus rentrer dans. On va en parler après, Laurent. Ce que j'aimerais peut-être, c'est qu'on essaye de comprendre ensemble quels sont les facteurs qui font émerger ce métaverse. Qu'est-ce qui le rend possible aujourd'hui? Pourquoi ce n'était pas possible il y a 2 ans, il y a 3 ans? Pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. C'est bien évidemment les progrès en matière de technologie et en particulier dans notre capacité à, même si tu parlais de Meta tout à l'heure, le métavers de Meta a été décrié au départ. Pourquoi? Parce que la qualité des images et de représentation n'était pas encore totalement au rendez-vous. On progresse énormément par rapport à ça, mais la technologie nous permet d'avoir une quasi simultanéité dans les échanges, première chose. Donc, ça veut dire que mon double virtuel devient mon équivalent potentiellement aujourd'hui. Donc, ma capacité à me représenter est en temps réel. Et puis, la capacité d'y intégrer de plus en plus de la 3D immersive fait que, en fait, je suis dans un environnement qui me fait totalement changer de dimension. Les métavers sont en 3D et en 2D, mais c'est le caractère immersif et les progrès de la techno qui font que on a beaucoup évolué. Et par rapport à ça, l'univers et l'industrie qui marque justement le changement, les évolutions, c'est bien évidemment l'univers des jeux vidéo qui progresse fortement. Je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, mais les jeux vidéo, aujourd'hui, c'est 200 milliards de dollars de volume à comparer à l'industrie du cinéma, qu'on connaît bien, où on est plutôt autour de 140 milliards. Donc 140 milliards, 200 milliards. Donc l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui est beaucoup plus importante que l'industrie du cinéma. Donc il y a la technologie, il y a la 5G qui apporte le débit, il y a le edge computing qui permet de bénéficier de toute l'intelligence qu'il y a maintenant extraordinaire sur nos téléphones et sur les ordinateurs pour que tous les calculs se fassent pas en centrale. Il y a
il y a les accessoires aussi, les bodysuits, Oculus Quest, qui deviennent plus performants, plus efficaces et surtout beaucoup moins chers. Est-ce qu'il y a aussi des éléments, des cas d'usage qui se sont développés dans le métaverse? Alors, il y en a, ils sont en train d'être construits tous les jours. Les cas d'usage, en fait, dans les métavers, d'un point de vue, on va dire, industriel, il y a des vrais cas d'usage. C'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui. Mais les cas d'usage, d'un point de vue marketing et commercial, ils sont en train d'être développés. Je pense à des marques comme Gucci, Louis Vuitton, ou des marques qui sont plus, on va dire, Web3 native, ou c'est-à-dire digital native, qui commencent à proposer, en fait, une reconsidération de l'expérience de marque pour ces univers, dans ces univers-là. Et ça passe par quoi? Ça passe à la fois par la présence de la marque en continu lorsque je fais jouer les gens, la possibilité pour la marque donc de développer une conviction, une affinité forte avec ces audiences-là, la possibilité pour la marque de remettre à disposition je pense à la mode, l'univers du luxe par exemple, qui s'est vraiment emparé du tout, de vendre des skins, ce qu'on appelle des skins, il y a peut-être des amateurs de jeux vidéo, c'est-à-dire une des façons de me représenter en m'appropriant l'univers de la marque et en l'intégrant dans mon personnage et dans mon avatar. Mais également la possibilité, maintenant, ça commence à arriver en particulier sur Roblox, la possibilité de vendre directement des produits et d'associer des produits virtuels et des produits physiques. Et c'est certainement là qu'on commence à toucher le bout des choses et ça va très loin. Roblox vient de sortir une étude qui montre que pour la génération, les alpha et les Z, leur double virtuel et la façon dont ils s'habillent, ils apparaissent, devient plus important que que leur réalité physique. Et ils vont très fortement dans ce sens-là en disant qu'en fait, ils souhaitent que les marques développent des vêtements physiques pour eux qui sont les mêmes que ceux qu'ils portent dans les univers virtuels. Et donc, il y a tout un sujet qui correspond justement à servir de nouvelle audience, apporter de nouveaux types de produits, de nouveaux types de consommation. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. On est bien évidemment sur des choses qui sont des usages qui sont un peu avant-gardistes, mais ils sont plus qu'avant-gardistes puisqu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Et surtout, en fait, les usages ne baissent pas, ils ne font qu'augmenter de façon exponentielle. Comme tu l'as dit en introduction, on en parle beaucoup moins parce que l'IA est là, mais IA et métavers ne sont pas du tout incompatibles, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est qu'il y a ce côté transactionnel qui est finalement la source de financement et d'espérance de gain des investisseurs, des VC qui mettent beaucoup d'argent dans le Web 3. Et alors, ce Web 3, on en entend beaucoup parler. Je ne suis pas sûr que nos éditeurs comprennent bien de ce qu'il s'agit dans ce Web 3. Donc, il y a eu le Web 1 qui était le Web classique fin des années 80, le Web 2 avec l'iPhone et puis les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière le Web 3 et pourquoi c'est aussi important quand on parle de blockchain, de métavers, etc. On parle d'un univers finalement qui est sous le terme Web 3 qui est assez cohérent. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Web 3? Alors le Web 3, alors on pourrait y passer beaucoup de temps, mais en fait, grosso modo, en fait, aujourd'hui, le Web tel qu'on le connaissait, qui était un Web ouvert, qu'on nous a vendu au tout début, c'était un Web ouvert ou avec un libre accès à l'information, en fait, ce Web-là, il devient de moins en moins ouvert. Le constat, il y a quoi? Vous avez tous entendu parler des GAFAM qui régissent la majorité du trafic. Et quand je dis qu'ils régissent la majorité du trafic, la totalité de nos interactions va être centralisée sur des serveurs centraux que messieurs et ce n'est pas les accuser, hein, monsieur Microsoft, Google, Amazon ou Meta, vont contrôler. Et le business model inhérent et sous-jacent du web, c'est je te donne du contenu gratuit, mais ce que tu me donnes en retour, c'est tes données. Et moi, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Et en particulier, je vais pouvoir te donner du contenu gratuit, mais revendre tes données pour faire du testing, du ciblage publicitaire. Si Alors, c'est ça, c'est gratuit, très c'est bien. toi le produit. Hein. C'est tout le produit. On est dans ce modèle-là. Donc, mais du coup, en fait, on arrive à des abus qui sont liés au fait qu'on est totalement téléguidé. On a perdu la liberté d'accès à l'information. Pourquoi? Parce que si le fournisseur de cet accès à l'information représente 60 à 80% du trafic et représente aujourd'hui 60 à 80% de l'investissement publicitaire dans le digital, ben je suis pieds et poings liés à cet univers-là. Et c'est lié à quoi? À la centralisation dans les échanges. Je repasse toujours par une autorité centrale qui va régir les échanges. Apparaît quelque chose qui n'est pas nouveau d'un point de vue technique, qui s'appelle la blockchain. En fait, c'est quoi? C'est je vais mettre en place des échanges, mais qui cette fois-ci, plutôt que de passer par un échange centralisé, va être décentralisé dans l'essence, c'est-à-dire que les échanges d'informations vont passer par des tiers indépendants
qui vont permettre de quoi? De fluidifier l'échange, de le sécuriser, de le rendre confidentiel, et donc du coup, va pouvoir permettre d'apporter plus de sécurité dans les échanges et moins de contrôle central d'une autorité pleine. Et donc du coup, on revient à l'essence même du web qui était, vous pouvez accéder à l'information de tout ce que vous voulez. Je me souviens, je crois que tu as vécu aux États-Unis, j'ai lu un ouvrage qui s'appelait Markets at Conversation, c'est-à-dire et qui dit quoi? Que par nature, on sait tous que le bouche à oreille est lié et fait les marchés. Si à partir du moment où l'ensemble des échanges que nous donne le web aujourd'hui, le fameux web 2, est totalement centralisé, ceux qui vont régir les échanges vont forcément devenir les plus riches. Aujourd'hui, ce que va nous apporter le web 3, c'est plus de sécurité, une décentralisation dans les échanges, et aussi ce qu'on va insérer dans cet univers web 3, c'est la possibilité pour les gens qui sont producteurs de contenu, qui vont donner du temps, de pouvoir en échange avoir une partie de leur contenu qui soit revalorisée par la totalité de la chaîne, qui va redonner de la valeur à ce qu'ils produisent. Aujourd'hui, en fait, quand je suis producteur de contenu sur Facebook ou sur YouTube, certes, YouTube va pouvoir me redonner du contenu, mais surtout, ce que va faire YouTube, ils vont revaloriser la totalité de ce contenu-là en l'exposant à plus de personnes et en vendant de la publicité. Ce qu'on va être capable de faire aujourd'hui, c'est on va réintégrer la capacité de chaque individu producteur de contenu ou de mise à disposition de ce contenu-là, de se voir rétribuer une partie de la valeur de ce contenu-là par l'ensemble des participants de la chaîne de valeur que représente la blockchain. Et ça va se faire au travers de ce qu'on appelle les tokens, qui renvoient à ce qu'on appelle un mot grossier qu'on appelle le NFT, le Non-Fungible Token. Donc les enjeux sont là, c'est un web plus secure, plus safe et surtout beaucoup plus partageur de valeur qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et c'est véritablement les enjeux importants qui vont, de ce fait, on pourra moins passer par des centralisateurs d'informations comme Meta ou comme Facebook ou comme Google. Ça sera moins facile de toucher les gens, mais d'où les challenges pour les marques de se redéployer dans ces univers qui vont être plus immersifs, plus partageurs, et redéployer en fait la notion de contrat de confiance et de partage de valeur que je veux mettre en place avec mes consommateurs et mes clients. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'autres marques commencent à se lancer beaucoup sur des programmes de loyauté et de CRM, un an client Web3. Et finalement, si les grosses plateformes investissent tant dans l'IA générative, dans la blockchain, dans le métaverse, est-ce que c'est pas pour finalement c'est des balanciers. Au début, l'Internet était complètement ouvert, et puis il était un peu moins ouvert, et puis voilà, il y a le procès Google aux États-Unis en ce moment. Est-ce que c'est pas un effet de balancier? Est-ce que tu crois vraiment que on va aller durablement vers un univers complètement décentralisé où les grosses plateformes deviendront pas assez naturellement les interlocuteurs privilégiés des marques qui ont besoin de simplicité pour découvrir ce monde nouveau dans lequel qu'elles explorent, quoi. On est bien d'accord, je suis bien d'accord avec toi, hein. La réalité, c'est que, ces plateformes-là, elles ne vont pas laisser partir un business model qui fonctionne et qui surperforme la bourse. Je regardais les capitalisations boursières, les résultats de Meta et Google. Je suis moi-même actionnaire de ces sociétés. Donc, pourquoi j'investis? Parce que ça surperforme. C'est un élément de simplification pour faire du reach aujourd'hui, c'est-à-dire de la couverture. C'est assez évident que il vaut mieux passer par monsieur Google et monsieur Facebook quand je veux toucher beaucoup de gens sur Internet, parce qu'ils font la majorité du trafic et représentent à eux deux presque 60 à 80% d'investissement publicitaire. Donc, c'est la réalité des GAFAM, c'est qu'ils vont tout faire et ils font tout aujourd'hui pour continuer à protéger leur précaré. Il y a une réalité qui commence petit à petit à s'installer. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est que, il y a ce qu'on appelle le Digital Market Act qui est sorti au niveau européen, qui commence à imposer à ces plateformes plus de transparence et la possibilité pour les annonceurs et les clients d'avoir accès à l'ensemble des informations qu'ils détiennent et aux informations de performance réelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une surtendance de la part de ces plateformes-là également, puisque ce sont des plateformes qui sont totalement fermées en termes de mesures. On vous donne des métriques qui vous donnent une certaine performance, mais il n'y a pas d'audit de la réalité des faits. Et donc, il y a une inflation de la part des chiffres, et c'est bien connu à la fois de Google et de Meta, donc c'est un fait. Et pourquoi ils le font? Parce que ils ont besoin de délivrer de la performance et d'augmenter leur prix. Donc, le Digital Market Act est en train d'essayer de le mettre en place, mais ça ne fonctionnera que dans la mesure
où certes, les marques, les annonceurs sont toujours utilisateurs de ces plateformes-là, mais maintenant vont avoir le droit de demander des comptes à ces plateformes et d'aller voir et d'auditer les chiffres. Si les clients ne le font pas, il y a peu de chances que les plateformes continuent et ne continuent pas à avoir une domination très forte sur le marché. Donc les choses sont en train de changer, mais le tout ne changera pas s'il n'y a pas, une prise de conscience et puis une réalité qui est bien évidente, c'est quand je suis client et que je suis annonceur, que je paie Meta et Google, je dois quand même être capable de demander des comptes, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident compte tenu, on va dire, du monopoly presque, de cette position dominante. Tu parlais de procès Google, c'est exceptionnel et c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer, les révélations, parce que je suis ça de façon très près. Et en fait, c'est hallucinant la réalité du contrôle et de la position dominante de cet acteur-là. Et je ne suis pas en train de le critiquer, je suis simplement en train de dire, mais en fait, si vous voulez continuer comme ça, vous êtes pieds et poings liés à M. Google et M. Meta, et tout ce qu'ils feront, vous serez obligé de le faire. Les tarifs sur Google ont augmenté de 50% l'année dernière, ils ont augmenté de 20% de cette année, sans justification évidente, c'est simplement parce qu'on a besoin de faire des chiffres et on a besoin de sortir du rendement. Vous pouvez demander des comptes et à minima optimiser les choses. Alors le DMA qui est rentré en vigueur en mai, je crois, début mai, il a pour objectif de protéger les consommateurs face à l'omniprésence de ces méga plateformes. Quel impact DMA a pour une marque qui veut initier une démarche marketing dans le métaverse sur le Web3? Alors, mais là, ça renvoie de façon plus générale au RGPD qui date de maintenant de 3 ou 4 ans. Il y a je pense que la majorité des acteurs doivent être compliant au niveau RGPD. Mais les 2MA, en fait, c'est certes pour protéger les consos vis-à-vis des plateformes, mais surtout aussi pour demander des comptes aux plateformes et rendre la possibilité aux clients que sont les annonceurs d'aller auditer et d'avoir accès aux chiffres des tarifs publicitaires, de la distribution effective des contacts et de la réalité effective de la performance que ces plateformes sont censées délivrer. J'insiste là-dessus parce que vous avez des reportings, personne ne conteste les reportings. Or, en fait, ces reportings sont surestimés et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément évidentes et vraies dans ce que vous mettez à disposition les plateformes. Quand vous avez une augmentation des prix de l'ordre de 50% sur le coût au clic sur Google, on ne peut pas imaginer le nombre d'annonceurs n'a pas été multiplié par 1,5 ou 2 sur la même période. Donc, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est qu'on on teste la sensibilité au prix de l'achat au mot-clé. Et si les annonceurs sont prêts à acheter plus cher, on ne va pas se gêner, on va augmenter les prix. Pour autant, on est typiquement dans une position dominante où on est en train, en fait, c'est plus le marché qui met en place la régulation du bon prix pour acheter, mais c'est simplement la mise aux enchères qui n'est plus en phase avec la réalité de ce marché-là. Donc, j'invite les responsables, les annonceurs, les responsables commerciaux de se rapprocher de ça parce que vous avez des droits en tant que client. Ce que fait le DMA, c'est vous donne la possibilité de faire appliquer ces droits et de vous donner la possibilité d'être plus critique par rapport à ce que vous faites avec ces plateformes-là. Et encore une fois, ce n'est pas pour les décrier, je suis le premier à être assez admiratif des business models, c'est simplement qu'il y a d'autres alternatives et soyez sûr de dépenser de façon optimale l'argent que vous dépensez auprès de ces plateformes-là. Alors, on va essayer d'aider nos auditeurs à imaginer les initiatives qu'ils peuvent mener. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'entreprises qui ont pris des initiatives? Tu mentionnais Vuitton tout à l'heure, les grandes marques de luxe. Comment est-ce que quand on est une entreprise, alors pas forcément une entreprise de luxe, alors j'imagine que ça concerne quand même plutôt le B2C et un peu moins le B2B, il y a d'autres applications métiers dans le B2B autour de la formation, autour de la maintenance du métaverse, mais focalisons-nous sur les enjeux B2C. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'initiatives que des entreprises peuvent prendre pour se familiariser avec cette révolution qui arrive? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des entreprises, il y a des secteurs qui sont plus à même de s'approprier ces usages, ces nouveaux usages. Et en particulier, on le voit bien, tu parlais du luxe, la mode, la beauté, tout ce qui va amener en fait la mise en place d'une expérience et d'un échange un peu plus immersif.
Premier objectif, c'est il y a 2 ou 3 gros objectifs qu'on les marque quand elles essaient de se rapprocher de ces environnements-là. On en a parlé indirectement au début, c'est se rapprocher d'une cible qui est difficilement atteignable via les médias traditionnels. C'est-à-dire que quand je veux toucher les 13-15 ans et je veux leur parler du luxe ou de ma marque, la meilleure chose à faire, c'est, si je reprends mon cours de marketing, c'est d'aller chercher l'audience où elle se trouve. L'audience, je parlais de Roblox tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes gens qui passent du temps dans les jeux vidéo. Donc, c'est soit je vais rentrer dans cet univers-là et je vais m'adapter, en fait, soit en faisant de la pub directement, soit au contraire, ce qu'a commencé à mettre en place il y a maintenant 3 ans ou 4 ans Nike, c'est qu'ils ont développé en fait l'équivalent de ce qu'on appelle, tu es vécu aux États-Unis, qui s'appelle Nike Town, c'est-à-dire un magasin Nike dans le monde réel. Là, en fait, on a la Nike Roblox Camp, où en fait, on va rentrer dans l'univers de Nike et on va jouer, faire du sport avec l'ensemble des produits de la gamme Nike. Et en fait, c'est un vrai succès parce que plusieurs millions d'individus âgés, encore une fois, de 13 à 16 ans, passent du temps avec la marque Nike et plutôt d'être exposés 10 à 15 secondes à un spot publicitaire classique, les temps de connexion et d'interaction vont être de l'ordre de 35 à presque 1 heure d'interaction avec ces environnements virtuels et immersifs. Et donc, qu'est-ce que cherche à faire Nike? Nike cherche simplement à développer de la proximité forte entre ces environnements immersifs, la capacité de s'approprier ces objets et de co-créer mes jeux et potentiellement les nouveaux types de produits que je souhaite avoir de la part de Nike. Donc ça, c'est l'une des premières initiatives de Nike. Et je reprends l'exemple de Nike. Nike va pousser le coup encore plus loin. Il va proposer en fait à ces individus, à ces adolescents de s'habiller en Nike en leur donnant accès à des produits exclusifs, ce qu'on appelle des skins ou des représentations virtuelles pour pouvoir, dans l'univers Roblox, s'habiller comme ils le souhaitaient, comme ils le font aujourd'hui. Ils ont plutôt que d'avoir leur paire de sneakers Nike pour aller au bahut ou à l'école, je vais faire la même chose, mais avec des objets qui sont plus spécifiques, que je vais pouvoir customiser, et soit que je vais acquérir grâce à ce que je fais, donc grâce à mes interactions avec ces environnements-là, mais au contraire, on en parlait tout à l'heure, je vais pouvoir acheter ces objets-là, les acheter, et ça va être un bien virtuel que je vais pouvoir posséder et qui va me représenter dans l'identité que je veux projeter aux autres. Nike va bien plus loin ensuite, c'est qu'ils ont compris qu'ils ont racheté un studio qui s'appelle RTKF. C'est un studio de création où en fait, ils ont compris que l'un des enjeux, c'est de quoi? De pouvoir développer une relation proche avec cette future génération, mais en utilisant le code et le langage de ces individus. Et donc, ce qu'ils ont acheté, c'est qu'ils ont acheté un studio de création. Et studio de création, il fait quoi? Il propose aux gens, aux individus qui sont connectés à RTKF, il y a une plateforme qui s'appelle Swoosh, en l'occurrence, il propose aux gens à la fois de développer de nouveaux produits, de nouvelles idées pour Nike et d'intéresser la cible à vous allez voter sur les produits qu'on va intégrer, qu'on va rendre disponibles dans ces univers virtuels. Et les créateurs vont être récompensés sur quoi? Sur la base d'une rétribution économique sur la mise à disposition et la vente de ce produit-là dans le monde virtuel. Mais ce qu'ils ont sorti et ce qu'ils font maintenant, c'est que, et ça c'est l'une des 2 grandes tendances fortes que le Web3 amène, c'est la mise en place d'un double numérique de le produit que j'ai développé dans l'environnement virtuel. Et ce qu'a fait Nike très récemment, au travers de leur application, ils ont lancé la première basket virtuellement développée dans le monde physique en proposant aux gens d'acheter la basket qu'ils portaient dans le monde virtuel dans le monde physique, en mettant en place un double numérique. Et ce qui est vraiment très important, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est la capacité du Web3 via ce qu'on appelle un token ou un NFT, d'associer une valeur d'authenticité, d'exclusivité et de propriété à un objet que je possède à la fois dans le monde numérique, mais dans le monde physique. Et ce que sont en train de faire les acteurs de luxe, c'est qu'ils ont bien compris que, comme ils sont dans l'univers du luxe et de l'exclusivité, où il y a une très forte valeur attachée aux produits, c'est qu'au travers de l'émission d'un double numérique sur les produits physiques qu'ils vendent, ce qu'ils veulent faire, c'est apporter plus d'authenticité et d'exclusivité pour faire face à quoi? À la contrefaçon, première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent remettre la main sur un marché énorme de plusieurs milliards de dollars, qui est le marché de la deuxième main. C'est-à-dire que si je suis capable de suivre la vie d'un produit tout au long de sa naissance jusqu'à, entre guillemets, sa fin de vie, je vais être capable de tracer son origine, de pouvoir potentiellement
également non seulement savoir comment ils changent demain, mais également potentiellement réintégrer la possibilité pour moi de remettre la main et de prendre une commission sur la revente du produit. Donc, je parlais, donc, première chose, c'est nouvelle cible, pour atteindre de nouvelles cibles, développement d'un double numérique pour les produits physiques, et je parlais de l'univers du luxe qui s'est très largement emparé du tout, mais des expériences, on pourra très bien imaginer, comme ça va être le cas bientôt, il y a un certain nombre de constructeurs automobiles qui sont en train de le faire, c'est développer un double numérique, un token qui va suivre la vie d'un véhicule, et que chaque fois que vous allez amener votre véhicule chez votre garagiste, vous allez avoir la carte d'identité de la totalité des opérations qui ont été mises en place sur votre véhicule et qui vont vous permettre de savoir quand est-ce qu'il a été acheté, qu'est-ce qui a été fait sur ce véhicule, comment il a changé de main et comment je vais pouvoir potentiellement être sûr de ce que je possède. Donc, ce n'est pas une réalité qui est purement virtuelle. L'enjeu, il est où? C'est je vais redonner du sens à garantir en fait la traçabilité de mes produits et me donner la possibilité aussi en tant qu'annonceur, et c'est ça qui est le plus important, mais même dans les environnements B2B, ça marche aussi. On a lancé un club qui s'appelle la Marque Web3 pour proposer en fait à des gens de s'intéresser à ces développements. On est en train d'émettre un token, c'est-à-dire auprès des gens, pour pouvoir leur permettre d'assister à des avant-premières, d'assister à des formations, mais nous donner la possibilité de rentrer directement en contact avec ces individus-là en les adressant, en leur envoyant des informations sur leur wallet, c'est-à-dire sur le portefeuille qui va porter leurs choses. On n'est pas dans la technologie est prête, c'est simplement, encore une fois, les usages qui vont se développer. Et pourquoi les métavers sont intéressants par rapport à ça, c'est qu'on est sur des populations qui ont vraiment compris que ces univers immersifs vont être associés à une façon d'imaginer le monde physique et certainement donner plus de possibilités à la fois pour eux en tant qu'individus de trouver de la valeur, mais également pour les marques. C'est pour ça qu'elles s'y intéressent, d'aller plus au-delà d'un aspect purement commercial où je vends mon produit et je perds la main sur le conso du début à la fin. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu passionné. Aller au-delà du monde purement commercial pour renforcer la relation avec un consommateur. Un immense merci pour ce partage. Alors pour aller plus loin, bien sûr, je vous propose les deux ouvrages de Laurent, Mesurer l'efficacité du marketing digital, réédité de nombreuses fois, et puis le dernier ouvrage qui est absolument passionnant, on apprend plein de choses. C'est à la fois très didactique, très concret et avec voilà, une bonne approche de ce que le métaverse, comment le métaverse va transformer notre société. Donc moi je retiens finalement cette capacité de traçabilité avec tout le marché de la seconde main, la créativité collaborative dont tu parlais avec Nike, faire des clients des designers, et on voit toute la création sur TikTok, sur Instagram, cette créativité des utilisateurs qui nourrit aujourd'hui les algorithmes. Et puis ce cross-sell entre univers réel, je vais vendre la même chose dans le virtuel, et puis je vends des choses dans le virtuel ou je gagne des objets dans le virtuel, je vais pouvoir les vendre dans le monde réel. Un immense merci pour ce témoignage. Est-ce que tu as c'est une question qu'on pose à tous nos maîtres, nos masters dans les masterclass, est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement, Laurent? En fait je suis un grand adepte de la mesure et de la capacité, on dit en tant que manager que tout ce qui ne peut pas être compté n'a pas de valeur. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je vais contredire ça et je vais reprendre Einstein qui dit quoi en anglais, hein, Everything that can be counted does not necessarily count, and everything that counts cannot necessarily be counted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si typiquement tout ce que je vous ai évoqué aujourd'hui vous semble assez éloigné de votre réalité, de votre quotidien, il y a une vraie réalité qui n'est pas la vôtre, mais qui est une réalité d'individus qui seront certainement vos futurs clients, vos futurs collaborateurs, qui est en train de se développer dans ces univers virtuels et immersifs. Ça peut se compter, en l'occurrence parce que je donnais plus de 550 millions d'utilisateurs de ce type d'environnement immersif. La réalité, par rapport à ce que j'ai évoqué, c'est que certes, ça peut se compter. Peut-être vous ne mesurez pas pleinement ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, mais au travers des exemples, en tout cas, je l'espère, qu'on a partagés,
ce sont des exemples qui comptent pour d'autres. C'est-à-dire, je parlais de Nike, je parlais de Gucci. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Moi, je vous recommande simplement de ne pas forcément vous intéresser, même si on est en période de, on est en tension économique, on arrive dans des environnements qui sont de plus en plus, on va certainement rentrer en récession. Je vous invite à vous aérer l'esprit et à essayer de sortir de sa zone de confort pour essayer de questionner comment mes futurs clients, mes futurs collaborateurs vont évoluer dans l'avenir. Tu faisais écho à la formation, par exemple. Tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément nécessairement. Tout ce qui compte ne peut pas nécessairement être compté. Je voudrais juste laisser un peu de temps aux questions si jamais on en a disponible. Si vous voulez directement les poser sur votre interface GoToWebinar. Et si tu as encore quelques minutes avec nous, Laurent, on sera ravi de te garder pour les questions. Est-ce que Jules, on a quelques questions de nos auditeurs? Oui, effectivement. J'ai une question de Eric qui demande d'un point de vue éthique comment promouvoir une industrie à 200 milliards qui va inciter des êtres humains à donner plus d'importance à leur double virtuel et comment concilier justement le métaverse avec le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pourriez répondre? C'est une très bonne question, hein, déjà. Alors, l'éthique, effectivement, c'est un point fondamental. Et alors déjà, en fait, sur ces plateformes-là, quand on parle de Roblox, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un univers immersif, mais qui ne fonctionne pas sur un univers décentralisé. C'est-à-dire que Roblox, c'est une plateforme qui est centralisée et qui, comme l'ensemble des autres plateformes, vont demander en fait l'accord des utilisateurs pour utiliser leurs données à des fins publicitaires. Donc, l'éthique, là, elle est présente dans la mesure de ce que va imposer le RGPD, première chose. Donc, ces plateformes sont compliant par rapport à ça. Par rapport aux aspects purement, on va dire, consommation énergétique, alors c'est vrai, mais pas forcément à raison, en fait, que le web est accusé, en fait, et c'est vrai que c'est une réalité, de surconsommer de l'énergie. Mais je dirais qu'en fait, c'est à nous aussi. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place de par ces acteurs justement pour aller dans le sens d'une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie. Pour autant, je pense que le tout doit venir également d'une conscience collective et c'est pas forcément évident parce que je suis en cours là en ce moment, mais et c'est assez intéressant parce que sur une classe de 25 ou 30 étudiants, je mets au défi l'intervenant de pouvoir faire cours sans qu'il y ait une consultation régulière de la part des apprenants de leur téléphone portable. Pourquoi j'en parle? C'est parce que ça fait partie de la réalité du quotidien de cette génération, mais moi-même le premier, quand je suis en cours, je regarde mon téléphone. Alors effectivement, par rapport à ça, je sais inconsciemment que je ne fais pas forcément du bien à la planète, mais peut-être que dans cette réalité, en fait, c'est aussi une prise de conscience qui doit être une prise de conscience collective par rapport à la façon de mieux consommer et de mieux évoluer. Après, c'est quelque chose qui n'est pas forcément sous le contrôle, notre contrôle, hein, bien évidemment. Si vous enlevez un téléphone portable et si vous enlevez ces environnements virtuels de ces jeunes, j'ai vu des expériences assez folles là-dessus sur les gamers. Excusez-moi l'expression, ils perdent totalement tout sens de la réalité et ils en ont besoin, c'est presque une drogue. Il y a beaucoup de choses à dire et à faire autour de ça, mais on va dire que les choses sont en cours et rien n'est parfait, c'est simplement, certainement, les choses doivent être certainement améliorées et on compte sur les acteurs, les plateformes, les parents et les citoyens que nous sommes pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Parfait, j'ai une question de Benjamin qui demande: je suis entrepreneur dans le digital et j'aimerais me passer de Meta et de Google. Aurez-vous des conseils? Ben, ça va être compliqué en fait, Benjamin. Ça va être compliqué parce que on en parlait tout à l'heure, hein, quand il y a dans certaines industries, 60 à 80% de l'investissement digital est fait sur ces plateformes-là. Même si hier, j'ai assisté à 2 conférences de la part des acteurs traditionnels, des éditeurs, comme on les appelle, qui sont pieds et poings liés parce que leur business est en train de péricliter. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, le cookie tiers qui permet de faire du ciblage publicitaire sur les plateformes va disparaître à fin 2024. Ça va être compliqué, Benjamin. Pour autant, ce que j'encouragerais vos clients à faire, c'est
de demander des comptes par rapport au Digital Market Act dont on a parlé tout à l'heure, d'être plus critique. Et je pense qu'il est assez intéressant, il n'y a pas d'initiative de la part des marques de façon concertée. L'Union des marques en France, qui chapeaute un peu l'ensemble des initiatives publicitaires des marques, n'a pas mis en place de recours ou d'investigation vis-à-vis de ces plateformes-là. Je pense que moi, j'ai toujours appris que le client était roi, mais la réalité, c'est que dans ce cas-là, en fait, peut-être qu'il devrait y avoir plus de concertation de la part des marques pour demander des comptes à ces acteurs, même si vous voulez continuer à faire du business, vous êtes obligé d'investir chez eux. Donc, mais voilà, faire plus de SEO et être plus capable d'optimiser les choses. On a eu j'ai assisté à cette conf, d'intégrer en fait peut-être le tout en interne et d'être encore plus maître des outils. Mais c'est compliqué. Très bien. J'ai Louis qui demande, je dirige une agence de publicité digitale et j'aimerais mesurer l'adoption du Web3 pour mes clients. Comment faire? C'est un bon point, Louis. Aujourd'hui, en fait, le Web3, c'est pas, on a un gros problème d'adoption. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le Web3 quand vous avez ce qu'on appelle un portefeuille qui va porter vos avoirs numériques, les fameux doubles virtuels ou avatars dont je parlais tout à l'heure. Et on estime la pénétration aux alentours des 10%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Déjà, ce que vous pourrez, déjà, c'est peut-être essayer de comprendre, essayer d'interroger vos clients sur. Je pense qu'ils ont plus entendu parler de la crypto que du Web3, mais de façon très négative. Alors qu'en fait, non, la crypto ne finance pas le terrorisme. Non, la crypto n'est pas aux mains du dark web. Absolument pas. Mais non, c'est poser des questions à vos clients par rapport à est-ce qu'ils en ont entendu parler, est-ce qu'ils comprennent ce que ça peut représenter pour eux. Et puis, ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Je vous renvoie au bouquin, mais il y en a d'autres. Hein. C'est essayer de comprendre comment le Web3 et comment va un peu changer le tout et va proposer de nouveaux avantages à vos clients, mais également à vos clients et à leurs propres clients. Et donc, on a beaucoup d'éducation à mettre en œuvre et c'est l'objet, l'un de mes objectifs en étant enseignant, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens les enjeux et puis de les former en fait. Et voilà, donc je vous invite d'ailleurs à ce propos, il y a beaucoup de contenu qui circule sur mon profil où je mets à jour des informations, donc je vous invite à connecter si ça vous intéresse. On va continuer à mettre en place des formations gratuites pour essayer de convertir les gens au Web3 et au métavers de façon la plus large possible. Voilà. Et bien sûr, cette belle conclusion, un immense merci Laurent. Je rappelle le titre de ton ouvrage Métavers Marketing aux éditions Erol, à lire absolument pour préparer une révolution, que vous soyez dans le B2C, dans le B2B, que vous soyez directeur commercial, que vous soyez chef d'entreprise ou manager. C'est indispensable de comprendre cette révolution qui est en marche, qui est rendue possible par l'avènement de ces technologies, à la fois de la connectivité avec la 5G, de l'IA générative pour l'humanisation des échanges virtuels et l'augmentation des capacités de calcul qui vont rendre ces univers de plus en plus réels. Voilà, un immense merci pour ta présence avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de servant leadership. Servant leadership, c'est un terme qui a été introduit par Robert Greenleaf en 1970 et qui a inspiré de nombreuses théories du management. On aura Vincent Giolito qui viendra nous en parler. Il est chercheur et professeur à l'EM Lyon. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. Merci Roland, merci à tous.